Bonjour Radia, bonjour Radia, bonjour chers téléspectateurs. Donc nous recevons aujourd'hui M. Abdelkrim Harzallah, conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc la semaine dernière, il y a eu donc la rentrée universitaire. 1 800 000 élèves, donc étudiants, ont rejoint les bancs de l'université. Comment s'est déroulée cette rentrée universitaire? Une rentrée qui se veut une université connectée, branchée, ouverte sur le monde, numérisée. Comment ça s'est passé donc cette rentrée universitaire et puis ce passage d'un système académique et vers un système plus... en fait, c'est quand même un changement par rapport aux années précédentes. Il y a eu quand même un système assez dynamique par rapport aux années précédentes. Oui, effectivement. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'ensemble de vos téléspectateurs en cette matinée automnale, tout en souhaitant une excellente année universitaire pour l'ensemble de nos étudiants qui effectivement sont au nombre de un peu plus de 1 800 000, c'est exactement 1 812 655 si on veut être assez précis. Donc votre question, en fait, elle comprend plusieurs parties. Vous avez parlé du modèle d'enseignement, d'une part, et vous avez parlé de la rentrée universitaire. Et vous avez colorié tout cela avec un aspect extrêmement important qui est la numérisation du secteur de l'enseignement supérieur. Peut-être, enfin, pour que le temps ne nous presse pas, l'aspect modèle d'enseignement, qui est le point d'achoppement le plus sérieux dans tout système d'enseignement supérieur, je voulais qu'on laissera, si jamais on a quelques minutes à la fin, on pourra l'aborder, puisqu'il nous prendra un peu plus de temps. Et je vais donc aborder directement la deuxième partie de votre question qui concerne la rentrée universitaire. Effectivement, la rentrée universitaire, elle s'est déroulée sous de bonnes auspices, dans d'excellentes conditions. Nous avons reçu, donc, comme nous venons de le dire, un peu plus de 1 800 000 étudiants. Et un fait marquant, c'est que nous battons cette année le record en termes d'inscrits à l'université depuis l'indépendance du pays en 1962. C'est la première fois où nous enregistrons un tel nombre. On ne l'a jamais enregistré. Et cela est dû au fait aussi que le nombre de bacheliers cette année a été très important, au nombre de 410 000. Donc ceci a fait que les effectifs de l'enseignement supérieur augmentent. L'université algérienne aujourd'hui rime avec haute technologie. C'est le 4.0. Comment se traduit cet idéal technologique? Comment se traduit au niveau, sur le terrain et notamment au niveau des grandes écoles supérieures? Oui, mais si vous permettez, enfin, là, je continue avec la première partie. Bon, enfin, d'une manière, je vais être assez bref. C'est que tout cet effectif va être donc réparti sur 115 établissements à travers le territoire national et 22 établissements privés. Et on peut aussi ajouter les 58 établissements d'enseignement supérieur, de formation supérieure, qui ne dépendent pas du secteur de l'enseignement supérieur, ils dépendent d'autres secteurs. Cette année, nous ouvrons aussi une trentaine de filières nouvelles. Parmi ces filières, il y a les fameuses sécurités, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité sanitaire et la sécurité hydrique. Donc les 4 sécurités qui sont très importantes. En plus, nous allons ouvrir un fait nouveau, une filière du textile, dans la formation du textile. C'est une formation qui date depuis très longtemps et qu'on avait abandonnée quelque peu. Et maintenant, l'université de Révisène, elle se propose de relancer cette filière. Nous aurons aussi 21 annexes de médecine. C'est énorme. Oui, enfin, c'est énorme. Là, on monte en puissance. 14 filières d'enseignement à distance. Et 13 ou 14 filières de compétences doublées. Enfin, les doubles compétences qui sont un étudiant qui a de fortes potentialités. Il peut préparer à la fois
deux diplômes, un diplôme par exemple en informatique le et un double autre en diplôme. droit. Voilà, le double diplôme. Voilà. Ça, c'est pour compléter justement la partie rentrée universitaire. Je reviens maintenant à votre deuxième question, qui est l'université 4.0. Ben, l'université 4.0 signifie, enfin, de par sa définition, c'est une université innovante qui utilise les technologies émergentes. C'est ça sa définition. Mais il faudrait pour cela que l'université qui se propose d'être une 4.0, qu'elle se place dans un axe disruptif, de changement radical du point de vue enseignement. Il faut pour cela que l'enseignant, plutôt que l'étudiant sera appelé à enseigner à son rythme, selon ses compétences et selon ses possibilités. Et vous comprendrez facilement qu'un étudiant qui étudie à son rythme, ça doit être un droit pour lui, va poser énormément de conséquences. Parmi ces conséquences, il y a le programme d'études qu'il va falloir revoir, puisque l'étudiant, il étudie à son rythme. Ce n'est plus le programme académique classique. Voilà, classique, d'une part. Et d'autre part, l'évaluation aussi qui va changer. Il va falloir adapter l'évaluation au rythme de l'étudiant. Et un troisième point qui me semble capital, c'est la durée des études. Puisqu'il est à son rythme, pour préparer une licence, actuellement, elle est de 3 ans, il pourra préparer une licence sur 5, 6, 7 ans. Puisqu'il travaille à son rythme. Mais est-ce que l'université algérienne, pour le moment, nous pouvons nous permettre, justement, avec une massification très importante des effectifs, nous pourrons nous permettre de laisser une quantité qui peut être très importante d'étudiants étudier dans le temps. Enfin, c'est-à-dire que ça va être un peu intemporel et du fait que l'étudiant il peut passer 5, 6, 7, 8 ans. Un peu de flexibilité. Voilà, en fait, ça va être trop flexible, un peu trop flexible. Bon, la flexibilité, c'est bien, mais il faut quand même la contrôler. Mais pour nous, justement, à l'université 4.0, elle sera un moyen pour nous d'instaurer le numérique, la numérisation à outrance. De telle sorte que le numérique il doit être partout, enfin dans l'enseignement, et voilà. Donc au niveau aussi de l'apprentissage, dans tous les paliers de l'enseignement supérieur en fait. Oui, absolument. C'est que la numérique et que l'université ne peut être justement que bénéficiaire de l'université 4.0. Mais encore une fois, que pour nous, l'université 4.0, c'est l'utiliser, c'est la saisir pour la numérisation à outrance de tous les segments au niveau de la pédagogie. Pour cette année, nous avons prévu que l'Université 0, avec des expériences sur 23 établissements qui sont plutôt 8 écoles nationales supérieures et 15 établissements universitaires. Parlons à présent de l'emploi. L'université est un acteur majeur en matière de création de l'emploi et notamment à travers donc, la mise en place de ces incubateurs et des centres d'appui. Parlez-nous un peu de ce rôle de l'université dans l'accompagnement de l'étudiant pour la création de richesse et de l'emploi. Oui. Si vous permettez, là, je vais faire tout de suite une relation avec votre première question. C'est que le modèle d'enseignement, qui est très important pour un établissement d'enseignement supérieur, que nous sommes en train de mettre en place, justement, il permet la professionnalisation de l'enseignement. C'est pour cela que notre système actuellement, qui est par moments un peu décrié, peut-être injustement. À tort. Injustement, oui, enfin, là complètement à tort. Généralement, on invente des arguments qui ne sont pas tout à fait des arguments. Donc, c'est un système qui se place entre le système européen et le système anglo-saxon, puisque le système anglo-saxon, il est basé sur la professionnalisation. Et le système européen, il est académique. Le nôtre, avec justement la circulaire 1275 de 2022, cette circulaire, elle place l'université, elle la fait sortir
de ces aspects académiques pour aller justement vers la professionnalisation. Ça, c'est un point qui me semble capital, justement, qui a été instauré depuis 2022. Je reviens maintenant à votre question concernant les incubateurs. Donc, nous sommes en train de suivre la circulaire ministérielle de 1275 2022. Et nous avons reçu, par rapport à l'année dernière, 35 000 demandes, idées, mais parmi ces idées, 11 800 à peu près, 11 800 qui ont été concrétisées en projets innovateurs. Mais pour cela, nous avons mis, bien entendu, les moyens. Quels sont ces moyens? C'est 117 incubateurs d'université, 91 CATI. Les CATI, ce sont les fameux centres d'appui technologique à l'innovation. Nous avons mis aussi 107 centres de formation dans le domaine de l'entrepreneuriat, et 55 maisons d'intelligence artificielle et 63 Fab Labs. Fab Labs, ce sont les laboratoires de fabrication. C'est tout un écosystème. Voilà, absolument. Tout cela, c'est un travail énorme qui a été mis en place pour permettre justement la professionnalisation des enseignements. Un fait marquant cette semaine, donc mardi dernier, il y a eu cette inauguration de l'École nationale supérieure de la cybersécurité, ce qui permettra à notre pays de relever les défis en matière de sécurité, de cybersécurité. Oui, enfin, si vous permettez aussi, j'ai oublié de signaler un fait important. Eh bien, le résultat, justement, actuellement, de la professionnalisation universitaire, c'est que nous avons sensibilisé 550 000 étudiants, 11 000 enseignants, nous avons obtenu 568 labels d'innovation et 2280 brevets d'invention qui sont déposés au niveau de l'INAPI. Voilà. Ça, c'est pour terminer justement avec la question précédente. Il y a également c'est l'Institut national de propriété industrielle. Voilà, de la propriété industrielle ou intellectuelle. Voilà. Maintenant, donc, en revenant à cette question par rapport à l'inauguration de l'École nationale supérieure de l'intelligence, de la cybersécurité, cette école contribuera à relever les défis en matière de cybersécurité. Oui, absolument. Vous avez parfaitement raison. Dans la mesure où la donnée de manière générale, elle est capitale justement pour un pays. Que ce soit au niveau micro ou bien au niveau macro. La donnée, la protection de la donnée est devenue un fait extrêmement important. D'autant plus justement que les cyberpirates sont très compétents. Ce sont des groupes très compétents, très mobiles. Ils suivent, ils sont à l'affût de toute donnée et ils peuvent à tout moment nous causer des difficultés majeures en chiffrant nos données. Sécuritaire. Voilà, en chiffrant par exemple nos données et on ne pourra les déchiffrer que si on paye des rançons, etc. Là, ça, c'est très fréquent. Par exemple, au niveau des au niveau de la campagne d'orientation passée au mois de juin-juillet, à l'INI de Oued-Smar, énormément d'attaques ont été recensées et déjouées. Au niveau du ministère, nous recevons tout le temps, toujours des attaques et avec nos moyens actuellement, nous arrivons à les déjouer. Mais avec les moyens actuels, les cyberpirates, comme je l'ai dit, ce sont des gens très compétents, ils n'hésitent devant aucun moyen. Il va falloir donc se prémunir de façon très solide. C'est pour cela qu'il y a eu l'idée, entre l'enseignement supérieur et le ministère de la Défense nationale, pour créer une école pour la formation des ressources humaines hautement qualifiées dans le domaine. Ces ressources humaines seront appelées soit à enseigner, soit justement à être versées dans le développement de logiciels de deux types en fait.
non seulement de la défense pour se défendre, mais aussi de préparer toute réponse à une attaque. D'anticiper en fait. Voilà, en fait, c'est l'anticipation, donc c'est la défense et l'anticipation. Donc c'est une école extrêmement importante et elle démarre, elle vient de démarrer, voilà, attendons. Et pour terminer, donc, nous avons cette info un peu pratique et utile pour les nouveaux bacheliers, notamment ces 3 applications dédiées à ces nouveaux bacheliers. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. 3 applications importantes, comme vous venez de le dire, qui permettent à l'étudiant de bien s'orienter, puisque l'étudiant, c'est pas l'étudiant en fait, c'est le lycéen au début. Il n'a pas une connaissance de l'université, il n'a pas une connaissance des filières. Là aussi, c'est peut-être un point qu'il va falloir améliorer au niveau du lycée. Il va falloir peut-être faire des séminaires carrément pour les secondaires, enfin pour les étudiants, plutôt pour les élèves qui préparent le baccalauréat, pour leur faire connaître réellement les filières qui sont enseignées au niveau de l'université. Mais en attendant, eh bien, le ministère de l'enseignement supérieur n'a pas attendu justement à ce que l'éducation nationale, peut-être qu'elle a d'autres difficultés, eh bien, il a construit 3 plateformes qui sont une plateforme pour permettre la lecture numérique et rapide et aisée de la circulaire d'inscription. L'étudiant, il donne sa moyenne et sa série de baccalauréat, on lui donne l'ensemble des filières qu'il peut suivre pour cette moyenne et cette série de baccalauréat. C'est la première. La deuxième, c'est les parcours professionnels. L'étudiant, il donne, il fournit une filière, par exemple, je veux suivre telle filière, quels sont les parcours professionnels la filière que j'ai choisie, elle mène vers tel ou tel parcours professionnel. C'est-à-dire, il va lui donner l'ensemble des parcours professionnels. Ça, c'est pour l'aider à l'employabilité. Et troisième, et j'en termine, c'est toujours dans le domaine de l'orientation, elle est basée sur l'intelligence artificielle. L'étudiant, il fournit plutôt le lycéen, le bachelier, il fournit la copie de son baccalauréat. Et le système, grâce à une intelligence artificielle, il va lui fournir justement là où les filières qui correspondent le mieux par rapport à son parcours secondaire, tout en lui précisant justement les taux de succès et d'échec pour sa future filière, si jamais il veut la suivre. Professeur Abdelkrim Hafzallah, merci d'avoir accepté notre invitation.